L'aube d'un nouveau siècle et le règne d'un nouveau roi, Édouard VII, inaugure une ère de changements scientifiques radicaux, d'inventions incroyables et de découvertes révolutionnaires. C'est dans leur maison que les Édouardiens expérimenteront l'impact réel de ce bond en avant dans la modernité. C'est l'entrée dans un nouveau monde. Mais toutes ces commodités sont encore à l'essai et transforment rapidement la maison édouardienne en un endroit périlleux. Absolument meurtrier. Elle va couvrir son visage de poison. Vogue fait la promotion des savons à l'arsenic contre les boutons disgracieux. Certains produits sont formidables, d'autres pas tant que ça, et surtout très dangereux. Elles sont très fines et donc faciles à inhaler. Quand vous respirez, elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons et y adhérer. Je vais partir en quête de ces tueurs secrets et révéler comment la science les a d'abord créés avant de tenter de régler le problème. Bienvenue dans le monde périlleux de la maison édouardienne. Voici une maison typique de l'époque édouardienne. Il n'y a pas que la décoration qui soit plus moderne dans les maisons victoriennes, il y a aussi les sons. La reine Victoria meurt en 1901. Son fils, Édouard VII, devient roi. L'ère qui portera son nom prend son envol avec le nouveau siècle. Il semble que tout un monde d'opportunités s'ouvre alors. H.G. Wells résumera parfaitement l'esprit de cette époque quand il écrira que la reine Victoria était comme un presse-papier géant pesant sur l'esprit des hommes et que quand elle est partie, leurs idées ont enfin essaimé librement. En d'autres termes, sa mort crée les conditions idéales pour une floraison de nouvelles idées. Et bien sûr, cela a des conséquences sur la maison. Au cours des 5 premières années du règne d'Édouard VII, plus de 140 000 brevets anglais seront déposés. Comme les Victoriens avant eux, la nouvelle classe moyenne édouardienne a les moyens d'acheter des produits pour rendre sa vie quotidienne plus confortable. La nouvelle invention la plus réjouissante du marché est l'électricité. Elle va non seulement transformer chaque pièce de la maison édouardienne, mais également rendre possible la possession de tout un lot de nouvelles inventions domestiques. S'il y a bien une chose qu'on prend pour acquise, c'est que ceci fonctionne. Mais imaginez combien cela a dû être incroyable au moment de son invention. Cette énergie propre, invisible et magique qui transforme les nuits édouardiennes en jours. Alors quel problème aurait-il pu y avoir? L'électricité dans nos habitations modernes est soumise à toutes sortes de normes. Mais les contemporains d'Édouard VII ignorent quels dégâts elle peut causer. Au moment de son invention, l'électricité est considérée comme quasiment magique. Elle est propre et il pense qu'elle est également sans danger. Et elle permet de faire des choses qui étaient impossibles auparavant. Avoir de la lumière grâce à un simple interrupteur, ça a complètement transformé le rapport aux équipements ménagers. C'est à la fin du 19e siècle que les composants nécessaires au processus d'électrification commencent à être développés. L'invention cruciale est faite simultanément par Joseph Swan en Grande-Bretagne et Thomas Edison en Amérique. C'est l'ampoule à incandescence. L'éclairage public arrivera d'abord. Puis, des sociétés autonomes vont commencer à produire de l'électricité destinée à l'usage domestique. L'éclairage et le chauffage au gaz s'étaient popularisés au cours de l'ère victorienne. Mais c'est une énergie sale. En plus d'être potentiellement explosive, elle laisse un résidu de saleté.
L'éclairage électrique semble offrir une alternative parfaite. Il pourrait sembler évident que l'électricité soit amenée à remplacer le gaz. Mais à l'époque, les compagnies électriques et les compagnies de gaz sont dans une concurrence très forte. Les gens venaient de s'habituer à l'éclairage au gaz. Et soudain arrive une nouvelle technologie qu'on leur dit d'adopter dans leur vie quotidienne. Voilà des instructions sur la manière d'utiliser la lumière électrique d'Edison chez vous. Ne tentez pas d'utiliser une allumette, tournez simplement le bouton sur le mur près de la porte. Ça semble un peu fou de nos jours de devoir expliquer tout ça. Nous savons ce qu'est un interrupteur. Mais à l'époque, ce n'était pas si évident. Au tournant du siècle, l'électricité est beaucoup plus onéreuse que le gaz. Mais elle est massivement commercialisée par des fournisseurs d'énergie qui en voient les atouts, mais surtout les bénéfices. Nous avons des figures clés comme Lord et Lady Randolph Churchill qui choisissent d'en avoir chez eux, ce qui est largement rapporté dans la presse. Ça rend l'électricité beaucoup plus attractive et presque chic pour la classe moyenne. Elle se laisse alors tenter. Les journaux regorgent d'articles sur les merveilles de l'électricité. Par exemple, le Dundee Courier de septembre 1906 fait l'éloge de son histoire romantique et dit « Son avancée rapide est plus merveilleuse que n'importe quel conte des mille et une nuits ». Cela paraît chic, moderne et désirable. Si vous êtes une famille sophistiquée, urbaine à la page, vous devez avoir l'électricité chez vous. Il vous faut des lampes électriques. Ceux qui n'en ont pas sont considérés comme étant dépassés. Donc, si vous voulez vraiment montrer à vos associés que vous êtes la personne qu'il leur faut, vous devez faire installer l'électricité. Petit à petit, les demeures édouardiennes commencent à s'éclairer à l'électricité. Mais c'est une force récente et encore méconnue. Les câbles électriques ressemblent alors à ça, des câbles dénudés. Un contact, et vous étiez électrocuté. Au début, les fils électriques n'étaient pas isolés du tout, et ils couraient à même les plaintes, à travers toute la maison, sans protection. Quand ils comprennent le principe d'isolation, ils utilisent le mauvais matériau. Au début, ils entourent les fils de papier et de plomb. Un fantastique accélérateur d'incendie. Brillant. Ils ont essayé des gaines de tissu ou du bois, tous les matériaux qui auraient pu permettre d'éviter que l'électricité ne traverse et que quelqu'un ne touche un fil par inadvertance. Et la Terre, la capacité à créer un circuit sûr en reliant l'électricité à la Terre, n'existe pas encore. Il n'y a pas de terre. Il n'y a rien du tout. Si vous avez un petit enfant qui court partout et touche à ces fils, alors c'est absolument meurtrier. Meurtrier ou non, les intrépides édouardiens continuent d'inventer. Ils découvrent que la nouvelle source d'énergie peut servir pour toutes sortes d'usages. Son plein potentiel peut être vu dans la maison électrique, la pièce maîtresse de l'exposition électrique de Manchester de 1908. Le monde de demain de l'époque. Y sont exposés tous les must-have de la maison édouardienne idéale. Une visiteuse enthousiaste écrit une carte relatant sa visite. Je suis allée à l'exposition électrique la semaine dernière et j'ai passé une après-midi délicieuse. Bouilloire électrique et poêle à frire sur une table immaculée, sans un grain de poussière. Quelle sorte d'objets trouve-t-on alors? Tout un tas d'objets qu'on voit encore aujourd'hui et qui sont devenus habituels. Et aussi tout un tas de choses qui ont disparu depuis. Toutes sortes de produits étranges et prodigieux apparaissent. Certains n'existaient pas avant et n'existeront plus après non plus. Les fournisseurs tentent de créer une demande en électricité au-delà de l'éclairage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un socle électrique de fer à friser. Vous insérez votre fer à friser dedans pour chauffer. Ça a dû être un véritable changement d'avoir un fer à repasser électrique. Jusqu'alors, on chauffe les fers à repasser sur des poêles à charbon. Je pense que c'est un changement capital dans bien des domaines. Et sans doute l'un des objets qui ont le plus interpellé les gens à l'époque. Un regard sur les magazines et les journaux de l'époque révèle une absence globale de compréhension de la manière d'utiliser l'électricité sans danger, même de la part de certains fabricants. Dans le Evening Telegraph du 15 décembre 1908, on préconise l'usage d'une nappe électrique, un dispositif sur lequel, disent-ils, les maîtresses de maison ne tarderont pas à se ruer.
L'un des objets les plus singuliers est sans doute celui-ci. C'est une nappe qui s'allume. L'idée, c'est que vous tourniez l'objet de l'autre côté, donc c'est ce côté qui est visible, et relié à l'intérieur avec des connecteurs de fils dénudés. Vous le posiez, vous le recouvriez d'une nappe et vous branchiez directement votre lampe sur la base. Dans la nappe? Directement dans la nappe. Vous la piquiez dessus et le branchement était fait. C'est plutôt drôle, mais j'imagine que c'est aussi vraiment dangereux. Oui, c'est extrêmement dangereux. Que quelqu'un pourvu d'un peu de bon sens ait pu penser à installer une nappe sur laquelle on pose de l'eau et de la nourriture contenant de l'électricité, ça me dépasse. Mais c'était nouveau, c'était ce qu'il fallait faire, et c'était vendu comme étant la nouvelle technologie, des lampes directement sur la table. Heureusement, malgré le marketing, le courant ne prendra pas. Ils ont les produits, mais pas les infrastructures qu'on a aujourd'hui. Et voilà tout le problème. Ils utilisent alors une douille pour relier toutes sortes d'appareils, parfois même des chauffages électriques. Avec les fils des lampes? C'est ça, oui. Ils mettent un adaptateur électrique dans la douille, puis ils branchent une ampoule et un autre objet au même endroit. Dans certains cas extrêmes, ils ajoutent plusieurs adaptateurs et branchent plusieurs sources d'éclairage et plusieurs objets sur le circuit. Alors vous avez des adaptateurs en cascade qui pendent de la fixation au plafond, qu'on pourrait qualifier d'arbre de Noël, et qui relient différents équipements. Par exemple, vous aviez un fer à repasser relié au système électrique et un chauffage électrique relié au même système. Bien sûr, chaque appareil supplémentaire est une charge d'énergie additionnelle, d'où un risque considérable de surcharge du système et des incendies potentiels. Parce que quand ils branchent les lumières, ou les grille-pains, ou les réfrigérateurs, il y a surcharge. Alors le courant commence à faire fondre les fils jusqu'à ce qu'ils prennent feu. Pour montrer à quelle vitesse une surcharge électrique peut provoquer un incendie, Martin touche un amas de paille de fer avec une batterie électrique. La batterie est d'un voltage trop élevé pour le faire. C'est un reflet de ce qui peut se produire dans les maisons édouardiennes quand de nouveaux appareils sont rajoutés sur la douille électrique. Cette surcharge d'un circuit est ce qui causera nombre d'incendies dans les foyers édouardiens. Ce n'était pas sécurisé comme ça peut l'être de nos jours, avec un tableau électrique et un disjoncteur, ou d'autres dispositifs de sécurité sur lesquels nous nous appuyons. Les tableaux électriques modernes protègent les maisons de ce risque. Dès qu'il y a surcharge électrique, le système disjoncte. Mais à l'époque, l'électricité continue à circuler. Si un incendie se déclare et qu'avec un peu de malchance vous êtes couché à ce moment-là, il n'y a plus d'issue. Bien que l'Institut des ingénieurs en électricité publie ses premières recommandations en 1882, elles sont souvent ignorées. Le problème tient en partie au fait qu'à l'origine, l'électricité est fournie par des compagnies privées qui imposent un voltage spécifique dans la zone qu'ils fournissent. De sorte qu'un fer à repasser à Manchester ne sera pas compatible avec un voltage de Liverpool. Ce sont les compagnies électriques qui décident isolément du voltage et de l'ampérage qu'elles fournissent dans un quartier. Donc même si vous comprenez le mode de fonctionnement et que vous tentez d'aller voir ailleurs pour acheter de l'électricité à quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que ce sera la même chose. En soi et isolément, l'électricité n'est pas si dangereuse. C'est quand vous intégrez le facteur humain que l'électricité devient dangereuse. D'innombrables histoires paraissent dans les journaux sur les diverses façons dont des gens se sont accidentellement électrocutés. Il a touché accidentellement le secteur et recevant le courant de plein fouet a été tué sur le champ. La victime, pour plaisanter, s'est suspendue à une applique électrique qui a cassé. Et le courant électrique a alors traversé son corps. Les effets de l'électrocution dépendent de plusieurs paramètres. Du courant, de la durée du choc électrique que vous recevez et aussi du voltage.
Si vous prenez une décharge électrique avec un courant de faible intensité, mais pendant longtemps, vos battements cardiaques peuvent être affectés. Si vous perturbez le flux électrique autour du cœur, chacun des muscles cardiaques peut se contracter individuellement. Alors il n'y a plus d'effort concerté et le sang ne circulera plus dans le corps. Donc, altérer le cœur avec un choc électrique est particulièrement dangereux, même avec un courant faible. Si vous avez un courant fort, vous serez brûlé à l'endroit où l'électricité pénètre et peut-être aussi à l'endroit où elle ressort du corps. Cela peut causer une mort instantanée car le cœur s'arrête. Alors qu'ils mettent longtemps à se préoccuper des dangers de l'électricité, les Édouardiens lui attribuent toutes sortes de propriétés curatives qui donnent vie à d'étranges pratiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un côté science-fiction, non? C'est une des premières lampes à infrarouge. C'était censé favoriser une bonne santé. L'idée est que cela renforce votre vitalité. Il y a des publicités représentant des bébés positionnés devant ces lampes. L'usage thérapeutique de l'électricité s'étend également à la médecine, où on l'utilise pour toute une série de maladies physiques et mentales. Vous avez d'autres objets surprenants? Oui, il y a des objets étonnants. Voilà un appareil électrique de massage. Ça ressemble un peu à un pistolet à rayons. Ça ressemble bien à un pistolet laser, ou alors à un micro comme celui d'Elvis. Et ça, c'est pour le massage? C'était souvent utilisé pour le massage et pour des visées plus intimes également. Oh, ça sert à ça! Oui. D'accord. Très bien. Certains appareils que les Édouardiens installent chez eux montrent combien ils comprennent peu les dangers mortels de cette énergie. À ma plus grande surprise, j'ai même trouvé un gros titre extraordinaire dans le Daily Mail. Un homme s'est accidentellement électrocuté au cours de son exercice quotidien d'embellissement. Il utilisait un gadget électrique qui était relié au réseau et servait à développer les pectoraux. Fatale vanité masculine. Il a relié le câble de l'aiguille à l'éclairage, il a utilisé l'aiguille et est tombé raide mort. Enfin, les Édouardiens se voient offrir l'option d'une prise électrique murale. Mais cela génère un autre problème. À l'époque, la fiche électrique aussi bien que la prise contiennent du métal, ce qui crée une petite étincelle quand elles entrent en contact. L'étincelle est caractéristique de tous ces équipements qui sont branchés ou débranchés lorsque l'appareil est sous tension. Les deux pièces métalliques entrent en contact ou se séparent et une étincelle va se produire. Comme la plupart des demeures édouardiennes utilisent encore le gaz, très sujet aux fuites, cette petite étincelle peut suffire à produire une grande explosion. L'explosion est prête à se produire dès la plus infime accumulation de gaz. Et votre maison se retrouve pulvérisée. Et vous vous retrouvez peut-être même à attendre le croque-mort. Enfin, j'imagine. Au fil du temps, des améliorations minimisent un peu les dangers. Ce n'est qu'en 1908-1909 qu'Edison a eu l'idée d'une douille en plastique qui venait sur une fiche de courant avec un fusible qui, bien sûr, empêche les chocs quand on la touche, ce qui résout les problèmes d'isolation et aussi le problème de surcharge. Mais avec ces tendances variées, diversité des fiches et des prises, pas de terre ni de tableau électrique, l'électricité édouardienne reste une affaire dangereuse. Surtout qu'elle est souvent installée et entretenue par des bricoleurs enthousiastes. Tout le monde peut électrifier sa maison. Potentiellement, vous avez donc des gens qui ne savent pas ce qu'ils font et qui risquent de gros ennuis. Même l'un des amis d'Edison s'est tué. Il s'est électrocuté et c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. En 1915, il y a 600 fournisseurs électriques différents dans le pays. La demande accrue générée par la guerre pousse le gouvernement à établir une commission de l'électricité pour optimiser la production et l'approvisionnement électrique.
Le gouvernement déclare alors que tout le monde va devoir utiliser le même voltage et uniformiser la production. C'est le début du réseau électrique. Malgré tous ces dangers avérés, l'électricité devient indispensable dans la société moderne. En 1913, sur 1 million d'habitations dévolues à la classe moyenne en Grande-Bretagne, une grande majorité a l'électricité. Et les gens apprennent à l'utiliser avec précaution. Le changement en cours ne concerne pas que la technologie. La société édouardienne se transforme également radicalement. C'est une époque de grandes réformes sociales et par-dessus tout, un temps d'avancée féministe. Même si les femmes s'occupent encore essentiellement du ménage, des alternatives voient le jour dans les usines et les magasins, qui inévitablement ont un impact sur le foyer. La femme au foyer édouardienne, particulièrement dans les classes moyennes et inférieures, prend de plus en plus conscience du fait qu'elle ne devrait pas passer sa journée entière en tâches ménagères. Il y a alors un développement de produits permettant à la femme de l'époque de gagner du temps pour cesser d'être une bête de somme corvéable à merci. La technologie et les changements sociaux se rejoignent pour tenter de trouver une alternative à une corvée déplaisante, traditionnellement dévolue aux femmes, l'entretien du poêle à charbon. Celui qui saura trouver un moyen de les décharger de cette servitude décrochera les lauriers de la victoire. Au tournant du siècle, particulièrement dans les villes, le gaz et l'électricité concurrencent le charbon. Certains utilisent même un nouveau matériau étonnant. Un minéral résistant, non inflammable, isolant et proposant une énergie propre. Ce nouveau matériau est salué comme un miracle. Son nom ? L'amiante. L'amiante est vu comme un matériau fabuleux, parce qu'il ne brûle pas. C'est un matériau très polyvalent. Vous pouviez le tisser, ce qui était incroyable, et l'utiliser comme isolant. Ça fonctionne pour l'isolation acoustique et thermique. Il offre une bonne résistance au feu. C'est la merveille des merveilles, résistant et très peu onéreux. L'amiante se trouve à l'état naturel. Elle est utilisée depuis des milliers d'années, mais jamais à une échelle industrielle. Dès 1909, elle est intégrée à toutes sortes de processus de fabrication. À la fin de l'époque édouardienne, on fait venir près de 190 000 tonnes d'amiante. C'est une quantité phénoménale, extraite des mines d'Afrique du Sud, de Russie, du Canada et d'Amérique, et importée en Grande-Bretagne pour être traitée dans les usines d'amiante. Chaque jour ressemble à un Noël blanc, parce qu'en entrant dans l'usine, il neige. Il neige de la poussière d'amiante. La société édouardienne travaille allègrement avec ce que nous savons désormais être un produit cancérogène meurtrier. La première personne à alerter les autorités sanitaires du risque potentiel sera une inspectrice du travail. Le premier rapport concernant les risques à travailler avec l'amiante proviennent de Lucy Dean, l'une des premières femmes inspecteurs du travail en Grande-Bretagne. En 1898, elle mentionne le risque de travailler avec l'amiante. Elle en fait étudier la poussière et conclut, je cite, « Le danger pour la santé des travailleurs est aisément démontrable. » Le rapport de Lucy Dean indique que là où les particules restent en suspension dans l'air, on a découvert que ces effets sont dangereux, comme on pouvait s'y attendre. Si vous consultez les rapports, vous trouvez déjà des cas autour de la fin du 19e siècle, comme celui d'un ouvrier de 19 ans. Quand on l'a autopsié, on a trouvé des substances fibreuses dans ses poumons.
Les fibres d'amiante sont très très fines, environ 1/100 de l'épaisseur d'un cheveu humain. Vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu. Elles sont très fines et donc faciles à inhaler. Quand vous respirez, elles peuvent pénétrer profondément dans les alvéoles pulmonaires et y adhérer. C'est l'asbestose, une inflammation qui se transforme en fibrose, c'est-à-dire un épaississement du tissu pulmonaire, ce qui fait que les poumons ne fonctionnent plus correctement. Bien que Lucidine tire la sonnette d'alarme, ces découvertes sont ignorées pendant de nombreuses années. Les gens remarquent peut-être que l'amiante crée des troubles respiratoires, mais rien ne sera fait. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils mettent ça sur le compte de problèmes de bronches, des problèmes respiratoires. Mais ils commencent à penser qu'il y a peut-être quelque chose dans ces nouvelles substances qui n'est pas forcément bénéfique quand il entre en contact avec les humains. Mais la société édouardienne ne prend pas la pleine mesure de la nature mortelle de l'amiante. Voilà à quoi ressemble un poumon qui a été détruit par les fibres d'amiante. Le vrai danger de l'amiante, c'est qu'il cause un cancer particulier, le mésothéliome. Il affecte la plèvre et consiste en un envahissement diffus des surfaces péritonéales. Il recouvre les poumons et s'étend à d'autres parties du corps. Il est presque incurable et l'était encore bien plus au début du XXe siècle. Malheureusement, du fait de ses propriétés exceptionnelles, l'amiante continue d'être utilisée pour toutes sortes d'équipements domestiques. L'amiante sert souvent de revêtement pour les réservoirs d'eau. Et malheureusement, on a donc de l'amiante dans les réservoirs. Ensuite, l'eau s'écoule des réservoirs à travers des canalisations en plomb contenant de l'amiante. On se demande jusqu'où ils veulent multiplier les problèmes, au risque d'en payer les conséquences des années plus tard. Ils commencent à construire des carrelages muraux, des dalles de plafond, ils en mettent sur les revêtements des chaudières, ils font des caniveaux avec. Ils faisaient même des cuvettes de toilettes avec. L'amiante peut servir pour tant de choses. Pour les caniveaux, les bandeaux de façade, les dalles, les enduits. L'amiante est absolument partout. C'est le mieux caché de tous ces nouveaux tueurs. Il attend parfois des années avant d'accomplir son œuvre, et ce auprès des membres de la famille qui s'y attendent le moins. Il y a plusieurs histoires de femmes d'ouvriers ayant développé des mésothéliomes. Et on pense que c'est parce qu'elles ont lavé les vêtements de leur mari et de cette manière se sont retrouvées exposées à l'amiante. Ce ne sont donc pas uniquement ceux qui sont en prise directe avec l'amiante qui peuvent être touchés. Le danger de l'amiante domestique est différent de celui de l'amiante dans les usines. Lorsque l'amiante reste intouchée dans la structure du bâtiment, les fibres ne sont pas présentes dans l'air. C'est vraiment le déplacement de l'amiante qui cause le problème, parce que vous respirez les fibres. On entend parler aujourd'hui de bâtiments qui sont condamnés parce qu'il y a de l'amiante dans les murs, qui ne causerait aucun trouble à quelqu'un qui traverserait ce bâtiment. Mais si vous deviez casser les murs, les fibres se retrouveraient en suspension dans l'atmosphère et seraient inhalées. Le problème vient de la quantité de fibres respirées. L'autre problème avec l'amiante, c'est que la maladie peut se développer 20, 30 ou même 40 ans après l'exposition. Il faudra longtemps pour que le danger soit également reconnu dans les usines. Ils ont fait une série d'autopsies sur 30 personnes, dans une usine où seules 2 personnes avaient survécu. Ils ont cherché si on pouvait dégager des symptômes communs, et ont alors constaté que c'était les fibres qui s'accumulaient dans les poumons. C'est là qu'on a commencé à parler d'asbestose. C'est de là que c'est venu. En partie parce que l'information est dissimulée, en partie par une sorte de désir de ne pas savoir, les dangers de l'amiante n'éclatent au grand jour que dans les années 20. Le premier diagnostic d'asbestose ne sera consigné dans le British Medical Journal qu'en 1924. Et la législation ne suivra que bien plus tard encore. Madame Lily Harriet est morte d'une fibrose du poumon causée par l'inhalation de poussière d'amiante. Je pense que parfois c'était une question d'ignorance et parfois une question de profit. Il y avait tellement d'argent à faire. Le nombre de décès dans les usines finira par faire diminuer l'usage de l'amiante, aujourd'hui interdit. Mais elle reste cachée dans de nombreux bâtiments. Beaucoup de gens ignorent tout de l'usage généralisé de l'amiante. Je sais pertinemment qu'il y en a encore ici ou là.
Même maintenant, plus de 100 ans plus tard, il y a tous les ans plus de décès en Grande-Bretagne provoqués par le mésothéliome que par des accidents de la route. Et il est probable que nous ne connaîtrons pas le nombre total de décès qui lui sont dus avant une centaine d'années. À ce jour, l'amiante reste un vrai tueur caché. Mais tout n'est pas sombre pour autant. C'est un âge de découverte. Les innovations de la période édouardienne incluent de fantastiques avancées, comme les premiers vols d'avions motorisés réussis par une machine plus lourde que l'air. La première production de masse de véhicules à moteur, les premiers aspirateurs, les premières machines à laver électriques sont également fabriquées en Angleterre. En d'autres termes, la société édouardienne pose les jalons de notre monde moderne. Beaucoup de ces inventions transforment la vie en dehors de la maison. Mais il y a aussi des inventions plus discrètes qui facilitent et simplifient la vie quotidienne. Des choses qu'on tient pour acquises aujourd'hui. Tous les objets et les activités que la classe moyenne moderne édouardienne peut désirer sont disponibles à la vente dans ces pages. Un siècle plus tôt, la plupart n'existaient pas et étaient encore moins disponibles pour une consommation de masse. C'est dans la cuisine que nous trouvons les plus grandes merveilles technologiques de l'époque édouardienne. Elles rendent la vie domestique plus simple, mais aussi parfois plus brève. Si vous êtes vraiment à la page et avez de l'argent à dépenser, quoi de plus désirable qu'un tout nouveau réfrigérateur? La conservation des aliments est un problème majeur pour les temps édouardiens. Au départ, ils fabriquent des armoires frigorifiques pour ranger la nourriture. Elles sont faites en bois, avec un revêtement en sciure ou de la peau de lapin. Ensuite, vous mettiez vos produits dedans, avec de la glace. La glace, elle, est acheminée depuis l'Arctique et distribuée dans les maisons. Mais quelle que soit l'isolation, la glace ne dure pas longtemps. Ils cherchent d'autres manières d'en produire et la technologie leur a fourni une réponse. Qu'est-ce qui est venu après la glace? Comment en sommes-nous arrivés au premier réfrigérateur? Pour le découvrir, je me rends à la South Bank University de Londres à la rencontre d'un expert frigoriste, le professeur Graham Maidment. Est-ce que cette chose est un ancien réfrigérateur? Oui, l'invention du réfrigérateur remonte aux années 1870. Ce réfrigérateur d'apparence inhabituelle a été reconstruit à l'image des premiers. Ils n'ont jamais été vraiment commercialisés, mais sont parfaits pour illustrer les premières tentatives de réfrigération. Quand un de ces modèles arrive sur le marché, ce n'est jamais donné. Les premiers modèles de réfrigérateurs commercialisés au début du XXe siècle coûtent l'équivalent de 700 livres, environ 850 €. Une des premières voitures coûte 500 livres, environ 600 €. C'est donc plus cher qu'une voiture. Les premiers réfrigérateurs sont donc d'abord les jouets des riches édouardiens et ne deviendront accessibles aux masses que bien plus tard. Et comment ça marche? La réfrigération utilise le principe d'évaporation d'un liquide en gaz pour produire un effet refroidissant. Je peux vous montrer une petite expérience. Dans cette boîte, nous avons du butane, qui est un gaz réfrigérant qu'on utilise souvent de nos jours. Si je le vaporise, vous pouvez voir qu'il refroidit en touchant la surface, puis s'évapore. Eh oui, au début c'est chaud, et puis ça devient très froid très rapidement. En s'évaporant, le gaz perd sa chaleur. C'est comme ça que fonctionne le réfrigérateur. Les ingénieurs de l'époque comprennent qu'ils doivent créer un cycle permettant à un gaz de s'évaporer, d'extraire la chaleur et de se transformer en liquide en continu. Le réfrigérant se serait trouvé dans cet endroit et aurait refroidi ce petit conteneur, ici. Cette petite chose au milieu. Absolument, oui. Je sais que c'est étonnant. L'appareil est très massif pour si peu d'espace à refroidir. Oui, on peut entrer 1 litre de lait là-dedans, pas plus. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça alors?
En gros, ça retransforme le refroidisseur en liquide. On a un compresseur qui pompe. Celui-ci fonctionne à la main, donc vous avez un domestique qui actionne ceci. C'est une tâche terrible, c'est horrible. Vous devez faire ça toute la journée, 24 heures par jour, pour conserver votre litre de lait au frais? Absolument. Il faudra du temps pour que la technologie en développement parvienne à intégrer les produits chimiques dont elle sait qu'ils fonctionnent. Ce prototype est développé avant l'électricité et bien avant les joints en caoutchouc. Vous voyez ici qu'avec les sortes de composants qu'on utilise, le réfrigérant ne reste pas dans le système, il fuit. Le problème, c'est que les premiers réfrigérateurs ne sont pas étanches. Les gaz qu'ils utilisent vont fuir, dans une certaine proportion, hors des appareils. C'est ce qui rend l'usage des premiers réfrigérateurs dangereux. Les dangers de ces appareils proviennent des produits chimiques utilisés. Il y a de l'ammoniac, qui est assez inflammable et plutôt toxique. Si vous respirez du gaz ammoniac, l'effet toxique est immédiat. Les yeux vont pleurer, la gorge sera irritée, on peut avoir des douleurs de poitrine, des difficultés respiratoires, on peut aller jusqu'à un collapsus cardiovasculaire et même la mort. Vous avez du dioxyde de soufre, qui est extrêmement toxique, et puis du chlorure de méthyle. Seuls certains gaz se transformeront de liquide en gaz de la manière requise. Malheureusement, ces propriétés les rendent aussi exceptionnellement dangereux. Ainsi, le chlorure de méthyle a aussi d'autres usages. Ils utilisent des gaz qui, au cours de la Première Guerre mondiale, ont aussi servi à gazer des gens dans les tranchées. Il est tombé malade après avoir réparé le réfrigérateur. Les examens médicaux ont montré que la mort a été directement causée par l'inhalation de vapeur d'ammoniac. Si vous êtes exposé durablement à ces gaz, vous risquez alors des gelures à l'intérieur des poumons. Votre sang peut s'accumuler dans le cœur. On parle vraiment de produits mortellement dangereux utilisés pour un réfrigérateur. En plus du risque d'empoisonnement, il y a aussi un risque d'incendie. Ces gaz sont volatiles et peuvent exploser dans certains contextes. Ça a causé des centaines de morts. La plus petite fuite d'ammoniac, et c'est l'explosion potentielle. Une explosion capable d'anéantir tout le monde dans la pièce. L'éther s'enflamme à environ 160 degrés Celsius. C'est une température plutôt basse. Et il y a beaucoup de choses dans une maison qui fonctionnent avec une température de 160 degrés Celsius. Allumer la lumière peut produire ce type d'effet. Donc, quand les gens de l'époque introduisent toutes sortes d'appareils électriques dans leur maison, ils y introduisent en fait des objets qui peuvent enflammer les terres, même sans flamme. C'est juste. C'est pourquoi ce n'est pas un bon refroidissant pour un réfrigérateur domestique. Les heureux détenteurs des premiers réfrigérateurs qui sont alors électriques dépensent une petite fortune pour un objet truffé d'erreurs de conception. Il est tout aussi bien que les réfrigérateurs ne soient pas produits en série avant les années 50. À cette époque, la technologie sera en mesure de contrôler les produits chimiques. Qu'utilisons-nous de nos jours ? Nous utilisons des hydrofluocarbures. Nous utilisons aussi d'anciens réfrigérants. Nous nous servons encore de l'ammoniac et du dioxyde de carbone. Mais nous pouvons les utiliser mieux qu'avant, parce que nous avons de meilleurs matériaux pour les contenir. Les réfrigérateurs sont désormais isolés. Ils fonctionnent en circuit fermé. Vous avez un compresseur avec des gaz à l'intérieur. Nous utilisons de plus petites quantités de gaz qui sont plus efficaces. Et tant que vous les utilisez convenablement, alors ils sont inoffensifs. Donc même s'ils ont utilisé des substances dangereuses, ils ont trouvé quelque chose qui fonctionnait vraiment. Absolument, oui. Je monte maintenant vers la chambre en quête du prochain tueur. Un tueur qui a affecté toute une moitié de la population. L'une des conséquences de la libération sociale de la période aura été le maquillage. À l'époque de Victoria, il symbolise les femmes perdues. Il devient désormais très acceptable. La nouvelle femme édouardienne a besoin d'un peu de blush et d'un soupçon de rouge à lèvres pour paraître à la page.
Le désir de paraître belle reste un souci constant au fil des siècles. Mais ce qui semble séduisant à une époque évolue. Dans l'art de la beauté, nous voulons toujours faire la même chose. Mais ce qui distingue la période victorienne de la période édouardienne, c'est que pendant la période victorienne, vous étiez censé être parfaitement belle, sans aucun artifice. Et que pendant la période édouardienne, vous pouviez aider un peu la nature. À l'époque, le maquillage est en vente libre dans les tout nouveaux grands magasins. Et les publicités à destination des femmes édouardiennes sont faites par des actrices célèbres pour leur beauté. Les actrices semblent plus fréquentables à l'époque des Édouardiens. Une actrice particulièrement célèbre, Lily Langtry, est d'ailleurs très remarquée pour sa beauté. Et elle capitalise dessus, en prêtant son nom à divers produits de beauté, y compris les crèmes pour le visage de l'époque. Voici Lily Langtry qui fait la publicité d'un savon. Il semble qu'elle ait touché 132 livres, soit exactement son poids. La beauté de Lily Langtry est célèbre pour avoir attiré l'œil du roi. Son style est alors abondamment copié. Mais la beauté a un coût. Le maquillage n'est soumis à aucun test préalable et beaucoup de nouveaux produits annoncent monts et merveilles, mais sont dangereux, voire dans des cas extrêmes, mortels. La mort d'une jeune fille par perforation de l'estomac à la suite de l'absorption de riz cru dans l'optique d'embellir son teint. La femme édouardienne est sommée de paraître belle pour trouver un mari, puis pour garder son mari. Et pour ce faire, elle va couvrir son visage de poison. Le danger commence avant même l'application du maquillage, avec la crème de jour. Une femme édouardienne se doit d'avoir un teint blanc diaphane pour se distinguer des classes ouvrières allées par le travail. Et certains des produits les plus dangereux sont ce genre de choses. C'est une lotion servant à faire disparaître les taches brunes et les taches de rousseur. Qu'est-ce que c'est? Les taches brunes sont ce qu'au XIXe siècle on appelle des taches de foie. Et les produits pour décolorer la peau sont pour la plupart à base de camphre, de javel, d'ammoniac. Tout ce que vous trouvez pour blanchir votre peau, parce que vous devez absolument avoir une peau parfaitement blanche. Jusqu'en 1909, Vogue a fait la promotion de pilules d'arsenic, à prendre contre différents problèmes de peau, et aussi des savons à l'arsenic contre les boutons disgracieux. Par-dessus cette couche de poison, on applique un nuage de poudre toxique. Les produits chimiques toxiques ont des couleurs très lumineuses. Il y a des mélanges de plomb, par exemple, qui sont très blancs. Les femmes de l'époque aiment en mettre sur leur peau. La poudre est alors absorbée par la peau et peut causer un saturnisme chronique. Pour le blush, on utilise différentes choses, comme la cochenille faite d'insectes écrasés. Ça va. Mais le vermillon provient du mercure. Le mercure est un métal lourd et il est très mauvais pour le corps. Il peut affecter différents organes, particulièrement le cerveau, les poumons et les reins. Il peut causer des problèmes avec les sensations. On peut ne plus sentir les choses, on peut ne plus être capable de voir et il peut même provoquer la folie. Même les yeux ne sont pas à l'abri. Il y a un produit pour maquiller vos cils et vos sourcils qui fait tomber votre cornée. Plusieurs se sont retrouvés aveugles. L'un des produits que les femmes aiment utiliser au début du XXe siècle est la belladone. Elle provient d'une plante et quand on met des gouttes dans les yeux, les pupilles se dilatent, ce qui est censé signifier désir et trouble érotique, et donc rend les femmes plus séduisantes. Mais l'un des problèmes, bien sûr, c'est que c'est une drogue qui, une fois absorbée, peut avoir un effet sur le reste du corps. Au mieux, la belladone cause des troubles oculaires et une sécheresse de la bouche. Au pire, des battements cardiaques irréguliers et la cécité. On ne sait pas alors ce que contiennent les produits. Il n'y a pas de description du contenu, parce qu'il n'y a aucune obligation légale de le faire. Beaucoup de nouveaux traitements sont recommandés, et tous au nom de la beauté.
La gloire d'une femme édouardienne réside dans sa chevelure. Pour être à la mode, elle doit être ondulée, coiffée, longue et épaisse, au moyen d'un procédé qui détruit souvent ce qu'il est censé améliorer. Ces styles capillaires élaborés demandent beaucoup d'efforts. Des efforts qui mènent inévitablement à des pratiques à risque et à d'horribles conséquences. Lors de l'enquête, le docteur Chaldecott a attesté que ce shampoing sec était excessivement dangereux du fait de l'impossibilité d'écarter les vapeurs toxiques pour la cliente. Il y a un vrai problème à l'époque édouardienne de calvitie féminine. Pourquoi les femmes deviennent-elles chauves? Les gens utilisent des teintures capillaires très dangereuses. C'est l'une des causes. L'autre cause principale, c'est que tout le monde se boucle les cheveux. Et donc, si vous faites ça, laissez-moi vous montrer, ça va créer des ondulations. Oui. Pour les voyages, vous en avez un petit comme ça. Donc les cheveux sont bouclés sans arrêt. Et les dangers de brûler les cheveux avec ceux-ci sont vraiment immenses. Les fers à friser sont chauffés dans le feu et appliqués directement sur les cheveux, qu'ils brûlent fréquemment. Mais le pire est à venir. Carl Messler crée la première machine à boucles permanente en 1906, mais pas avant d'avoir brûlé les cheveux de sa femme à 2 reprises. Incroyable! Donc, si vous cherchez des raisons à la calvitie, ce sont celles-là. La machine à miracle de Messler implique d'enrouler les cheveux autour de baguettes et de les recouvrir d'une pâte alcaline et, plus dangereux que tout, d'amiante. Du gaz est alors utilisé pour fixer les ondulations. Cela prend 6 heures. Et c'est extrêmement populaire. Une fois vos cheveux coiffés, le défi suivant consiste à ajouter un chapeau. Donc, un danger potentiel de plus. Regardez cet énorme chapeau. Il est alors impossible de mettre un chapeau sans immenses épingles à chapeau. Elles font jusqu'à 35 cm de long. Et c'est encore une chose très dangereuse, parce que vous avez ces bouts incroyablement pointus. Les femmes ont d'ailleurs interdiction de porter des épingles à chapeau sans protection dans les bus, car elles risquent de blesser des gens. On a retiré les épingles à chapeau des suffragettes quand elles ont été traduites en justice, de peur qu'elles ne poignardent des gens avec. Et les romanciers édouardiens font de charmants portraits de femmes qui préservent leur vertu en blessant leur agresseur ou un vieillard lubrique avec une épingle à chapeau. Ironiquement, pendant qu'elle se tue à paraître belle, la femme de la classe moyenne édouardienne est elle-même la meurtrière de la vie sauvage. Le plus grand assassin de la maison édouardienne est sans aucun doute la femme édouardienne. Avec son goût pour des chapeaux décorés de plumes exotiques et parfois même d'oiseaux morts. Des milliers d'oiseaux chanteurs, d'aigrettes, d'oiseaux de paradis sont massacrés pour la chapellerie féminine. Un tollé général sonne la fin de la mode des oiseaux morts sur des chapeaux et génère la fondation de la Société royale pour la protection des oiseaux en 1904. Les femmes restent cependant les victimes consentantes de l'industrie de la beauté. Calvitie, cécité, brûlures, cicatrices, le maquillage édouardien est une affaire dangereuse. En fait, le début du XXe siècle correspond au démarrage de la production de masse des cosmétiques et à l'explosion d'une nouvelle industrie. Une industrie qui testera ses produits avant de les distribuer aux consommateurs. Se hissant au-dessus de leurs ancêtres victoriens, les inventeurs édouardiens continuent à élargir l'horizon scientifique. Et pourtant, l'optimisme édouardien n'est pas aussi souverain que du temps de la reine Victoria. Les choses évoluent vite. Cette accélération et les conséquences du changement inquiètent de nombreuses personnes. Leurs grandes espérances concernant l'avenir sont voilées par l'anxiété de ce que le futur risque d'apporter. Beaucoup de ces craintes sont justifiées. Et la nouvelle explosion de liberté introduit dans les foyers quelques-uns des plus grands dangers de tous les temps.
Quand Marie Curie découvre le radium en 1898 et gagne un second prix Nobel de chimie en 1911, elle ne montre pas seulement qu'une femme peut être une scientifique accomplie, mais inaugure aussi une toute nouvelle voie scientifique. Par rapport à la maison, en revanche, sa découverte pousse la dangerosité à un niveau nucléaire. Le radium est un élément miracle. Considéré comme capable de prévenir les maladies et chargé de propriétés thérapeutiques, il est utilisé par les médecins comme par les charlatans. Le radium se fait d'abord connaître en tant que traitement contre le cancer. Mais il semble que l'énergie qu'il dégage puisse être exploitée sur un plan domestique d'une manière que Marie Curie n'aurait pas imaginée en le découvrant. Je suis allée à l'université de Surrey, au département de physique nucléaire, pour parler du radium avec le professeur Patrick Regan. Alors, pourquoi les gens ont-ils été si enthousiasmés par le radium au début du XXe siècle ? On a un matériau magique qui semble sortir de nulle part. C'est le changement de l'élément uranium qui se transforme apparemment spontanément en un autre élément. Ce nouvel élément isolé chimiquement, le radium. Et il dégage de l'énergie. C'est la naissance de la physique nucléaire. Qu'est-ce que le radium? Et en quoi pose-t-il problème? Le radium est un composé radioactif. La plupart de ses effets sont dus à la radioactivité. Il a une très longue demi-vie, ce qui veut dire qu'il reste radioactif pendant des années et des années. Donc la radioactivité ne disparaît pas en un clin d'œil. Elle continue à vous nuire, probablement pour le reste de votre vie. L'un des problèmes, c'est que le corps traite le radium comme du calcium et donc l'absorbe dans les os. C'est là que le radium fait l'essentiel de ses dégâts. Il endommage la moelle osseuse, c'est-à-dire l'endroit où sont produites les différentes cellules de sang dont notre corps a besoin. On parle alors d'anémie aplasique. La moelle osseuse est détruite de sorte que plus aucun globule rouge n'est produit. C'est l'un des effets secondaires les plus terribles du radium. Mais cette horreur n'a pas encore fini de se développer au début du XXe siècle. Les découvertes scientifiques foisonnantes de cette période dotent les Édouardiens de choses qui, du moins au début, semblent très divertissantes. Le radium isolé par Marie Curie est une incroyable découverte. Une découverte capable de transformer le monde. On pense avant tout à ses applications dans le domaine médical. Mais ce n'est pas ce qui intéresse les Édouardiens. Ils sont ravis à l'idée que le radium puisse servir à fabriquer de la peinture lumineuse. L'imagination du public s'emballe à propos du radium. Son énergie et sa luminosité les enchantent, provoquant un engouement dans toute l'Europe en 1903. Pour les corsets, par exemple, qui vous gardent au chaud et préviennent les rhumatismes. Vous pouvez acheter des chaussettes en radium, des sous-vêtements en radium, des chocolats au radium. Est-ce que cette chose peut tuer? On trouve même du radium dans le dentifrice et dans l'eau. C'est l'énergie émise par le radium qui attire les Édouardiens. Ils pensent sincèrement qu'en ingérant du radium, le corps pourra absorber son énergie. Ils en utilisent donc dans tout ce qu'ils peuvent. Ils créent même des cures thermales à base de radium, où l'on va se détendre dans des bains entourés de radium. On parle aussi de préservatifs qui contenaient du radium. Les hommes en particulier pensent que d'avoir des chiffres lumineux sur leur montre est très élégant. Partout où vous regardez à l'époque, il y a du radium. C'est une substance magique. On la voit comme une sorte de panacée universelle. Il faudra des années avant que les effets néfastes du radium ne soient découverts. Et c'est un produit bien particulier qui en fournira l'indice. L'un des objets les plus vendus pour la maison à l'époque est le réveil à cadran lumineux. Et c'est le radium qui le fait luire dans l'obscurité. Les réveils au radium sont alors considérés comme une mesure de sécurité. En effet, si vous vous réveillez et qu'il y a un grand bruit au rez-de-chaussée, vous saurez immédiatement l'heure qu'il est grâce au réveil. Donc, ils sont vendus comme quelque chose qui vous permet d'être en sécurité chez vous. La popularité des réveils lumineux est telle qu'une nouvelle industrie voit le jour autour de sa commercialisation. Des jeunes femmes sont alors employées pour peindre les chiffres. Les femmes qui font ça lèchent la pointe du pinceau pour l'affiner. En faisant cela, elles transfèrent un peu du radium de la peinture à leur bouche.
Ce sont ces méthodes de travail qui conduiront à la découverte du danger du radium. Aujourd'hui, nous pouvons mesurer ça avec énormément de précision. On peut mesurer la désintégration radioactive à la seconde. On a une sorte de compteur Geiger ici. Si vous pouvez approcher ça. En appliquant les techniques de mesures actuelles pour cet échantillon de peinture lumineuse verte, similaire à celle des réveils lumineux, on peut montrer que la peinture produit des rayons alpha. Mais quand vous placez une barrière similaire au cadran d'une montre entre la peinture et le compteur Geiger, la radiation est réduite et le dommage pour la peau est moindre. Le mettre là atténue les particules alpha. Si les particules alpha sont extérieures au corps, elles ne feront pas de dégâts biologiques, en tout cas très peu de dégâts. Si vous ingérez du radium, c'est un isotope. Il va chercher la surface des os et déposer son énergie radioactive dans le tissu osseux. C'est ce qui arrive aux femmes qui peignent les cadrans lumineux. Elles développent ce qu'on appelle une mâchoire du radium, une nécrose de l'os. L'os est littéralement rongé dans la mâchoire et cela est suivi de toutes sortes d'effets systémiques pour le reste du corps. Cette nécrose de la mâchoire est caractéristique des femmes qui ont travaillé avec le radium. S'il dépose assez d'énergie, il peut transformer l'ADN de certaines cellules de cette région, ce qui va provoquer des cancers. Aujourd'hui, nous avons une bien meilleure compréhension du radium, ce qu'il est et comment l'utiliser. La tragédie concerne ce qui a été su et dissimulé à l'époque édouardienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que les gens qui dirigeaient les usines utilisant du radium et les scientifiques qui développaient le radium étaient au courant de certains des dangers et ont pris grand soin de ne pas s'exposer directement au radium. Malheureusement, ils n'ont pas pris les mêmes précautions avec leurs ouvrières. C'est l'une des preuves empiriques les plus importantes que l'ingestion de radium est dangereuse pour la santé. Ils tentent même de salir la réputation de ces femmes en suggérant que beaucoup de leurs problèmes seraient dus à la syphilis et non pas au radium. Les dégâts et également les effets secondaires fatals de l'exposition aux radiations ne seront pleinement réalisés qu'à la fin des années 20. Beaucoup des progrès de l'ère édouardienne façonnent encore notre société. Et certains de leurs problèmes sont encore d'actualité. Au fil du temps, les tueurs sont graduellement dévoilés. Et ces innovations qui facilitent la vie quotidienne ont continué à se développer. Mais sans cette première explosion de créativité, nous n'en serions pas là aujourd'hui et n'aurions pas bénéficié des mesures de sécurité qui ont suivi. Et avec tous les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies d'aujourd'hui, nous faisons peut-être également le lit des prochains tueurs de l'avenir.